Bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons nous raconter une belle histoire, l'histoire de Rome, des origines de Rome. Les quelques images que vous avez sous les yeux vont nous accompagner. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Dans le thème numéro 2 que nous avons déjà commencé, nous avons étudié les croyances et les citoyennetés dans la Méditerranée antique, notamment à l'époque des Grecs. Aujourd'hui, chapitre 5, nous allons nous intéresser à une autre civilisation, la civilisation romaine. Nous allons donc nous intéresser à Rome, des origines à la République. Sur votre cahier, vous reportez ce titre, n'oubliez pas de faire pause, bien évidemment, pour avoir le temps de le faire. Nous allons d'abord nous intéresser à l'espace concerné par l'histoire de Rome. Il s'agit du bassin méditerranéen, c'est-à-dire toutes les terres qui entourent la Méditerranée. Rome, c'est cette cité qui, au 1er siècle avant Jésus-Christ, domine une grande partie de ce bassin méditerranéen, c'est-à-dire que tous les territoires que vous voyez coloriés sur cette carte sont sous la domination de Rome, dont nous allons raconter la naissance, et ces territoires vont même être encore plus nombreux, notamment au sud de la Méditerranée, du temps de l'Empire. Là, pour l'instant, nous nous intéressons à l'époque de la République romaine. Première partie de ce cours, donc, Grand 1, Rome, du mythe à l'histoire. Vous recopiez ce titre à la suite sur votre cahier. Pour nous accompagner et pour nous raconter cette belle histoire, nous allons suivre les pas de deux personnages. Virgile, tout d'abord, célèbre poète romain du 1er siècle avant Jésus-Christ. Virgile est ici représenté sur une mosaïque du 3e siècle après Jésus-Christ. Une mosaïque, comme vous pouvez le voir, c'est un assemblage de fragments de pierre, de verre, etc. Voici donc Virgile avec un extrait de l'Énéide dans la main. Et à ses côtés, on peut également relever qu'il est accompagné de la muse de l'histoire, une sorte de déesse de l'histoire qui s'appelle Clio. Aux côtés de Virgile, nous suivrons également les pas de Tite-Live, un célèbre historien romain qui vivait à la même époque que Virgile, à peu de choses près. Et Tite-Live, cet historien, est l'auteur d'une monumentale histoire de Rome depuis sa fondation, une histoire qui nous est partiellement parvenue. Le portrait que vous avez sous les yeux est fictif, c'est-à-dire totalement imaginaire, parce qu'il n'y a aucune représentation réaliste de Tite-Live. Nous allons suivre également Jupiter, qui, dans ce premier extrait de l'Énéide, donc du poète Virgile, s'adresse à sa fille, la déesse Vénus. Je vais vous laisser lire ce texte et vous poser une question, mais d'abord, quelques mots de vocabulaire entourés en bleu que je souhaite vous expliquer. Vous retrouvez bien sûr ce texte de page 98 dans votre manuel. Alors, premier mot de vocabulaire, il régnera, ça veut dire il dirigera pendant 3 ans. Des remparts, ce sont des hauts murs. La royauté, cela signifie la monarchie, le roi qui dirige. Les descendants d'aînés, cela signifie donc les enfants, les petits-enfants d'aînés, ceux qui viennent après lui. Une prêtresse, c'est le féminin d'un prêtre, c'est-à-dire quelqu'un qui consacre sa vie à la religion. Un Troyen, c'est un habitant de la cité de Troie. Et une lignée bénie, cela signifie une famille qui a reçu le soutien, la bénédiction des dieux, une lignée bénie. Premier exercice et première question que je vous propose de travailler. Quels sont les différents personnages évoqués dans cet extrait de l'Énéide? Donc, vous allez faire pause, prendre le temps de lire ce texte et sur votre cahier, vous répondez directement à cette question. Si vous avez pu imprimer la fiche d'activité, vous répondez bien sûr sur la fiche d'activité que vous collez également dans votre cahier. Les différents personnages évoqués dans cet extrait de l'Énéide sont les suivants. Alors, on peut reprendre éventuellement Jupiter, même s'il n'est pas directement nommé dans le texte, mais c'est lui qui parle dans cet extrait, et on peut éventuellement également relever Vénus, si vous n'avez pas fait, vous pouvez les ajouter. Le plus important arrive maintenant. Premier personnage important, Énée. Deuxième personnage, c'est son fils, Ascane, qu'on appelle également Yule. Ensuite, il y a Ilia, qui sera
une des descendantes. Romulus et Rémus, personnages incontournables de l'histoire de la fondation de Rome, et on peut relever également César ou Julius. Ça nous montre donc que tout ce texte nous raconte l'histoire de Rome des origines jusqu'à l'époque de Jules César, c'est-à-dire le 1er siècle avant Jésus-Christ, et cette histoire, on le voit déjà dans cet extrait, elle mélange des dieux, des héros, des hommes, c'est une histoire extraordinaire. Pour essayer de comprendre un petit peu cette histoire, on va dresser ce qu'on appelle une généalogie, un arbre généalogique, c'est-à-dire expliquer qui sont les différents personnages et quels sont les liens de parenté qu'ils ont dans cette famille. Donc Jupiter, nous l'avons nommé. Jupiter a une fille. Elle arrive, la voici. Vénus, déesse de l'amour. Vous remarquerez que Jupiter et Vénus sont en bleu, les dieux ou les déesses en bleu, et il y a d'autres couleurs pour caractériser les héros ou les autres personnages. Vénus, déesse de l'amour, s'est unie à Anchise, un prince de Troie, un prince troyen, et ils ont eu un enfant, Énée, qui est un héros de la guerre de Troie. C'est le premier personnage fondamental dans cette histoire de la fondation de Rome. Voici une représentation de Énée dans une posture étonnante, puisqu'il porte un personnage sur ses épaules, qui lui-même porte des petites représentations des dieux de Troie, et vous avez derrière Énée un petit garçon. Voici donc Énée au centre de l'image. Que se passe-t-il? Nous devons faire un petit rappel à l'histoire que Homère a évoquée, à savoir principalement dans l'Iliade, un petit peu dans l'Odyssée, l'histoire du cheval de Troie. Pendant 10 ans, les Grecs ont essayé de prendre la cité de Troie, n'y sont pas parvenus, jusqu'à ce que Ulysse ait l'idée de construire cet immense cheval de bois, le laisser sur la plage devant la cité de Troie pour que les habitants de Troie pensent que c'était un cadeau des dieux, que les Grecs étaient partis, alors que Ulysse et quelques-uns de ses camarades s'étaient cachés à l'intérieur de ce cheval de bois. Les Troyens font entrer ce cheval dans leur cité, font une fête immense, et pendant que la nuit est venue et que tout le monde dort, Ulysse et ses compagnons d'armes vont assommer, tuer les soldats qui gardent les portes de Troie et vont ouvrir grandes ces portes pour laisser venir donc l'armée des Grecs qui vont remporter la victoire. La cité de Troie est perdue, les Grecs ont gagné, et on s'aperçoit que dans la légende de la fondation de Rome, il y a des références à l'histoire grecque, à l'Iliade, à l'Odyssée et à Homère. Alors, ce prince de Troie, Énée, est obligé de quitter sa ville. Je vous propose de lire ce petit extrait de Virgile dans l'Énéide. Déjà, on entend le crépitement du feu sur les remparts, et l'incendie roule ses tourbillons plus près de nous. Viens donc, père bien-aimé, prends place sur mon dos. Moi, je marche, et ton poids sur mes épaules ne me pèsera pas, que le petit Ioule m'accompagne. On nous explique donc dans cet extrait que Énée, ce prince de Troie, est obligé de fuir. Il porte son vieux père sur ses épaules, et derrière lui, il y a son fils, donc Ioule. C'est une magnifique sculpture ici de Bernini, un artiste italien du XVIIe siècle. Vous avez d'autres représentations célèbres de la fuite du prince de Troie. Ici, même si les visages ont pour partie disparu, on retrouve Énée au centre, qui porte toujours son père, dans les bras ou sur son épaule, et il est accompagné de son fils, comme on l'a vu dans la représentation précédente. Énée et quelques membres de sa famille ont donc quitté Troie, et un petit peu à la façon dont Ulysse a erré sur les mers en Méditerranée pendant une dizaine d'années, Énée va entreprendre un très très long voyage à travers la Méditerranée pour parvenir, à la fin de ce long périple, au centre de l'Italie, dans un territoire que l'on appelle le Latium. Vous retrouvez également ce document, page 100, dans votre livre. Voici une fresque, c'est-à-dire une peinture murale de Pompéi du 1er siècle après Jésus-Christ, qui nous représente l'arrivée du héros troyen, Énée en Italie. Énée est au centre de l'image, il est accompagné de son fils, quelqu'un est en train de le soigner puisqu'il a été blessé, et ici c'est une représentation de Vénus, la déesse qui est supposée être la mère de Énée.
Nous poursuivons donc notre arbre généalogique. Donc Énée, vous l'avez compris, c'est celui qui fuit Troie. Énée a un fils qui s'appelle Iule, que l'on appelle également Ascagne, et ce fils, en Italie, va fonder une ville qui s'appelle Albe la Longue, le petit Iule, qui est devenu grand et qui a fondé donc une dynastie, une famille de rois qui va régner en Italie centrale. Il va y avoir de très nombreux rois, on va passer les détails. Un de ces rois, descendant de Énée, descendant de Iule, s'appelle Numitor. Numitor a une fille, Rhea Silvia, qui est appelée aussi Ilia. C'est une prêtresse, c'est-à-dire qu'elle consacre sa vie à la religion, et cette prêtresse va s'unir à un dieu Mars. Normalement, c'était quelque chose qui était interdit pour les prêtresses, et de cette union vont naître les deux personnages les plus célèbres de cette histoire de la fondation de Rome, Rémus et Romulus, Romulus et Rémus, les jumeaux. Les voici dans une représentation peut-être la plus célèbre. Alors, il se trouve que Romulus et Rémus sont les descendants, ce sont les petits-fils de Numitor, qui était leur grand-père. Le frère de Numitor, qui s'appelait Amulius, a pris le pouvoir à son frère, donc, et pour éviter qu'un jour un descendant de Numitor ne réclame le pouvoir, quand il sait qu'il y a deux enfants qui sont nés, Rémus et Romulus, eh bien pour éviter qu'un jour ces deux-là demandent à devenir rois à la place du frère qui a pris le pouvoir, Amulius, eh bien il va exiger que l'on abandonne les enfants sur les bords d'un fleuve en Italie centrale, le Tibre. Ces enfants sont abandonnés et ils ont été sauvés, d'après l'histoire, d'après le mythe, par une louve qui aurait nourri donc Romulus et Rémus. Cette sculpture en bronze qui date du XIe ou XIIe siècle, elle était pendant longtemps, on a pensé qu'elle datait de l'époque d'avant Jésus-Christ, mais les datations les plus récentes indiquent donc ces dates du Moyen-Âge, XIe, XIIe siècle. Et les jumeaux, Romulus et Rémus, en fait, ils ont été ajoutés au XVe siècle. Dans votre livre, vous trouverez cette autre représentation de la louve nourrissant Romulus et Rémus. Là, c'est une peinture beaucoup plus proche de notre époque, du XIXe siècle. Elle est aujourd'hui au musée du Louvre à Paris. Romulus et Rémus ont grandi. Au passage, d'ailleurs, ils ont rétabli leur grand-père dans son pouvoir et ont chassé celui qui avait pris le pouvoir. Et les voici maintenant devenus deux hommes. Et comme ils ont rétabli leur grand-père sur le trône, ils ont gagné le droit de fonder une cité. Le problème, c'est que Romulus et Rémus ont le même âge, donc on ne peut pas les départager, c'est-à-dire on ne peut pas dire qui est le plus âgé, qui est le plus jeune, ils ont exactement le même âge. Autre terme important pour comprendre ce texte, c'est partisans, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont soutenir Romulus, on les appelle les partisans de Romulus, d'autres qui vont se ranger du côté de Rémus, on va les appeler les partisans de Rémus. Par dérision, c'est par provocation que Rémus aurait franchi les limites. Et enfin, Romulus dit « mon enceinte », c'est-à-dire les limites de son territoire. Vous retrouvez ce texte dans votre livre 4, page 99. Vous avez ici une représentation de ce qu'a pu être ce combat entre Romulus et Rémus que je vais vous laisser découvrir. Pour nous aider à répondre à la question qui nous intéresse maintenant, nous allons avoir besoin d'une carte des environs de Rome, ainsi que cette question que je vais vous demander de traiter. Deuxièmement, deuxième question, donc soit sur la fiche d'activité que vous avez imprimée et sur laquelle vous répondez directement, soit sur votre cahier, vous écrivez la réponse aux questions. Donc relève les éléments suivants à partir de la carte. Le nom du fleuve sur lequel Romulus et Rémus ont été abandonnés, le nom des deux collines choisies par Rémus et Romulus. En lisant cet extrait, vous allez voir que ces deux collines ont un rôle très important et qu'il s'est passé quelque chose de considérable pour l'histoire. Pensez à mettre sur pause, bien évidemment, pour pouvoir répondre aux questions. Le nom du fleuve sur lequel Romulus et Rémus ont été abandonnés, il s'agit du Tibre, on le retrouve ici. Le nom des deux collines choisies par Romulus et Rémus, Rémus et Romulus. Alors, Romulus s'est placé sur le Palatin et Rémus sur l'Aventin.
Rémus, vous l'avez vu dans cet extrait, il a cru qu'il avait été choisi par les dieux pour fonder une cité, puisqu'il a vu le premier 6 vautours, 6 grands oiseaux dans le ciel, mais quelques instants plus tard, Romulus en a vu le double, 12 vautours, et donc il a cru que c'était lui qui était choisi. Les deux frères n'étaient pas d'accord, se sont battus, et l'histoire nous dit donc que c'est Romulus qui a gagné le combat et que Rémus est mort. À cette époque, en Italie centrale, en plus de ceux que l'on va appeler les Romains, il y a d'autres peuples. La cité de Rome est désormais fondée, d'après cette légende. Le problème étant, c'est que pour l'instant, il n'y a que des hommes que Romulus a accueillis. D'ailleurs, on parle d'anciens prisonniers, d'anciens voleurs, mais qui acceptent très vite les règles que Romulus, le premier roi de Rome, a mises en place. Mais il n'y a pas de femmes. Et les Romains, Romulus en particulier, vont avoir l'idée de se procurer des femmes en les kidnappant, en les volant chez un peuple voisin, les Sabins. Cette peinture nous raconte la suite de cette histoire, c'est une peinture du XVIIe siècle, d'un peintre français, Nicolas Poussin. Vous avez ici Romulus qui a invité le peuple des Sabins à venir à Rome. On s'aperçoit que Rome, d'après la mythologie, est déjà donc une grande cité, et il a organisé de grands jeux, et pendant que les pairs assistaient aux jeux, eh bien, les citoyens de Rome, les Romains, se sont emparés des femmes, les Sabines, et les ont enlevées. La suite de l'histoire est racontée par cette autre peinture du XVIIIe siècle de Jacques-Louis David. Quelque temps plus tard, quand les pères qui ont perdu leur fille, quand les Sabins veulent récupérer leur fille, eh bien, il se trouve que les femmes, les Sabines, vont s'opposer à cette guerre entre les Romains et les Sabins, puisque les Romains sont devenus désormais leurs maris, et d'ailleurs, on voit des enfants sur cette peinture, ils ont déjà donné, leur union a déjà donné naissance à des enfants, et donc les Sabines vont continuer à habiter avec les Romains. Voilà un élément de plus que nous raconte la légende. Pour nous situer dans le temps, je vous propose cette chronologie de l'histoire de Rome dans l'Antiquité. Point de repère, Jésus-Christ. À chaque fois que vous avez un écart, cela représente un siècle. Donc ici, nous sommes en 100 avant Jésus-Christ, 200 avant Jésus-Christ, 300, 400, 500, 600, 700, 800 avant Jésus-Christ. De l'autre côté, nous sommes après Jésus-Christ, donc 100, 200, 300, 400 après Jésus-Christ. Les auteurs latins de l'Antiquité donnaient une date précise pour la fondation légendaire de Rome. C'était en 753 avant Jésus-Christ, ce qui correspond au 8e siècle avant Jésus-Christ. Je vous propose pour cette première étape du travail de compléter la synthèse que vous avez maintenant sous les yeux. Vous faites pause et vous utilisez bien sûr le vocabulaire que je vous ai mis tout en haut. Si vous n'avez pas pu imprimer cette fiche d'activité à partir du site internet, vous écrivez simplement le vocabulaire dans le bon ordre à la suite dans votre cahier. Je vous propose de relire cette synthèse avec vous. Des écrivains latins de l'Antiquité, le poète Virgile et l'historien Tite Live ont raconté l'histoire extraordinaire de la fondation de Rome. Ces auteurs disent que les Romains ont pour ancêtre le héros Énée, fils de la déesse Vénus. Énée s'est réfugié en Italie après la destruction de Troie par les Grecs. Deux lointains descendants d'Énée, Romulus et son frère jumeau Rémus, ont été abandonnés dans un berceau sur un fleuve d'Italie centrale, le Tibre, avant d'être nourris par une louve. À la suite d'un conflit, Romulus tue son frère et fonde ensuite la cité qui porte son nom, Rome. La date donnée pour la création de Rome est 753 avant Jésus-Christ. Le titre de la première partie indiquait Rome du mythe que nous venons de voir à l'histoire. Alors l'objectif maintenant, ça va être de comparer ce que la légende, le mythe, on définira d'ailleurs ce terme à la fin de ce cours, comparer donc ce mythe à ce que peuvent nous apprendre, nous confirmer les historiens, les archéologues. Et je vais malheureusement vous annoncer quelques mauvaises nouvelles. Les historiens ne peuvent absolument pas nous confirmer la réalité historique de
de Jupiter. Les historiens ne peuvent pas davantage nous confirmer l'existence réelle de Énée et de Yule ou Ascagne. Et les historiens n'ont retrouvé aucune trace de la Louve et pas davantage de Romulus et Rémus. Alors, est-ce à dire que cette légende, ce mythe ne repose sur aucune réalité, sur aucune base historique? C'est plus compliqué que ça. Si l'on s'intéresse à la carte de l'époque des débuts de Rome, eh bien, on s'aperçoit dans la légende que les historiens ont retrouvé des traces des cabanes du 8e siècle avant Jésus-Christ sur une colline dont la légende nous a parlé tout à l'heure, la colline du Palatin. C'est là que Romulus s'était installé. Voilà à quoi pouvaient ressembler ces cabanes au 8e siècle avant Jésus-Christ. 8e siècle, reprenons la chronologie que nous avons utilisée tout à l'heure, fondation légendaire de Rome, 8e siècle avant Jésus-Christ, et il se trouve que les historiens ont trouvé également des traces des cabanes de la même époque, donc nous avons au moins là une confirmation qu'il y avait une présence humaine, il y avait des hommes qui vivaient sur cette colline du Palatin au 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais l'histoire ne peut pas confirmer qu'il s'agissait de Romulus et Rémus. Je parle de l'histoire écrite par les historiens. Quand on est un archéologue, il faut parfois beaucoup d'imagination, puisque voilà ce qu'en réalité ont retrouvé les historiens, les archéologues. Ils ont retrouvé des traces de cabanes, c'est-à-dire des trous dans cette pierre, et en fonction de la forme et du diamètre de ces trous, eh bien, ils ont pu reconstituer le type de cabane en bois qui pouvait exister à cette époque, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc, voilà peut-être à quoi ressemblait réellement Rome au 8e siècle avant Jésus-Christ. Pas du tout de grands temples, pas de hauts murs, mais peut-être un petit village de quelques cabanes de bois. Deuxième élément qui nous intéresse, c'est que autour du peuple de Rome, entre le 8e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, il y avait d'autres peuples qui existaient. Alors, on peut citer bien sûr les Latins, les Sabins que nous avons déjà rencontrés, et aujourd'hui, certains historiens pensent que ce sont peut-être les Étrusques qui auraient fondé la cité de Rome vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, mais l'histoire du peuple étrusque reste encore à écrire, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Voilà aujourd'hui ce que l'on pourrait qualifier d'une hypothèse. Nous retrouvons, pour terminer ce cours, Tite-Live, notre historien, et nous allons voir avec Tite-Live si lui-même pensait que cette légende, cette belle histoire était réelle, ou si lui-même avait des doutes au 1er siècle avant Jésus-Christ. Pour comprendre ce texte, il y a deux termes de vocabulaire qui sont importants, je vais vous les rappeler, les expliquer. Donc embelli, ça veut dire rendre plus beau, rendre plus joli. Et mêler les dieux aux hommes, ça veut dire les mélanger. Mélanger l'histoire des dieux à l'histoire des hommes. Sur votre cahier, je vais vous laisser répondre à la question numéro 3 sur la fiche d'activité, si vous l'avez imprimée directement. L'historien Tite-Live croit-il au mythe qui raconte l'histoire de la fondation de Rome? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur un extrait précis du texte. Vous faites pause. Alors, Tite-Live, croit-il au mythe qui raconte l'histoire de la fondation de Rome? Tite-Live n'est pas dupe. Tite-Live aime cette histoire, mais il sait qu'elle n'est pas tout à fait réelle. Quand on voit dans le texte, quand il évoque le récit des événements, il dit par exemple à la 2e et au début de la 3e ligne, il ne correspond pas à une vérité bien établie. Donc Tite-Live, l'historien romain, ne croyait pas réellement à cette légende, à ce mythe, il le dit clairement dans cet extrait, mais en même temps, il explique dans les lignes suivantes pourquoi c'était important pour Rome, cette ville qui a dominé le bassin méditerranéen, de se donner une origine extraordinaire qui a un rapport avec la Grèce antique, qui rappelle les histoires de Homère, l'Iliade et l'Odyssée, et qui mélange les dieux et les hommes. Il vaut mieux avoir ce type d'origine plutôt qu'une origine toute simple.
Je vous propose maintenant de compléter la deuxième et dernière synthèse. Même principe, directement sur votre fiche d'activité si vous l'avez imprimée. Sinon, sur votre cahier, vous mettez le vocabulaire dans le bon ordre. Pensez à mettre pause. Je vous propose de relire la synthèse avec vous. Les historiens confirment que la région du centre de l'Italie, le Latium, était habitée par des hommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. L'archéologie a permis notamment de retrouver des traces de cabanes sur la colline du Palatin. Mais la ville de Rome a été fondée plus tard, peut-être par le peuple des Étrusques au 6e siècle avant Jésus-Christ. L'historien romain Tite Live ne pensait pas que le mythe de la fondation de Rome avec Énée, Romulus et Rémus était une vérité, mais les Romains aimaient croire en ce mythe qui leur donnait une origine prestigieuse. Je vous propose, pour terminer, d'écrire maintenant la définition d'un mythe, puisque c'est ce mythe que nous avons étudié aujourd'hui. Un mythe est un récit inventé par les hommes pour expliquer le monde qui les entoure. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir cette histoire, à voir ce que les historiens peuvent également nous confirmer. Je vous dis bravo pour votre travail et à très bientôt.